14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Dans la nuit, il a pris une arme et j'ai cru qu'il allait faire l'usage de cette arme contre lui. Et de façon accidentelle, le coup est parti et malheureusement, ce coup lui a été fatal. Bonjour. Un oreiller comme principale pièce à conviction dans une histoire de meurtre. Celui de Michel Niocel, ancien policier devenu diplomate, tué dans son sommeil une nuit de l'hiver 2007. Que s'est-il passé dans le huis clos de cette résidence hyper sécurisée d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire? Meurtre crapuleux, exécution d'un homme qui assurait des missions sensibles dans un pays en ébullition, le suicide d'un mari désespéré ou bien le geste criminel d'une épouse qui ne supportait plus cet homme et avait décidé de l'expédier dans l'au-delà. C'est cette dernière piste qui va être retenue par les enquêteurs, faisant surgir dans son sillage le scénario d'un sombre complot. Malgré les certitudes des enquêteurs, il va falloir plus de 14 ans pour que cette affaire connaisse un aboutissement judiciaire, une course de lenteur inédite pour un dossier qui paraissait pourtant des plus simples, mais où les doutes se sont accumulés. L'oreiller a-t-il livré tous ses secrets de la mort de Michel Niocel? Question centrale à laquelle vont répondre nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, l'affaire Michel Niocel. À l'hiver 2007, ce diplomate français est depuis 3 ans en poste dans la capitale ivoirienne, Abidjan. Une personnalité connue qui a ses entrées au plus haut niveau. Sa mort brutale mobilise aussitôt les autorités. Ce mercredi 7 février 2007, aux alentours de 1h30 du matin, une femme affolée se présente au poste de contrôle de la résidence sécurisée de l'Union européenne en plein centre d'Abidjan. Un immeuble très protégé, hérissé d'antennes et équipé de caméras. Aux 2 gardiens et aux 2 gendarmes, elle déclare que son mari est blessé et qu'il faut appeler les secours. Il est question d'un tir d'arme à feu. La femme s'appelle Karine Niocel, épouse du diplomate Michel Niocel. Le SAMU se rend sur place, mais il n'y a plus rien à faire pour la victime. À 2h10, le médecin ne peut que constater le décès de Michel Niocel, 53 ans. Le légiste appelé sur balle note que la victime a été tuée dans son sommeil. La balle a traversé le thorax, côté droit, et est ressortie au niveau du bras gauche, a ricoché, puis est allée se ficher dans un mur. L'éclat est visible. Le tir a été effectué à bout touchant par une arme de poing enroulée dans un oreiller pour sans doute étouffer le bruit. Sous l'effet du tir, l'homme a basculé du lit et s'est rapidement vidé de son sang. La nouvelle de la mort se répand aussitôt. Il faut dire que Michel Niocel n'est pas le premier venu. C'est un spécialiste de la sécurité, ancien de la DST, le contre-espionnage français, missionné par l'Union européenne dans ce pays où l'instabilité règne. En 2004, c'est lui qui avait supervisé l'évacuation de 8000 ressortissants français lors d'une vague d'émeutes et de manifestations. Karine Niocel est sous le choc. Elle est entendue par la gendarmerie ivoirienne. Elle déclare qu'elle dormait à la droite de son mari quand elle a été réveillée par la voix d'un homme en noir qui parlait à Michel. Elle a entendu son époux répondre, puis a sursauté en percevant un grand bruit et a vu son mari s'effondrer et tomber du lit. Le tireur s'est enfui. Karine s'est aussitôt précipitée au poste de garde pour donner l'alerte. La résidence est perquisitionnée, mais aucune trace de passage d'un intrus n'est repérée. Aucun système de surveillance ne s'est déclenché. La vidéosurveillance ne décèle rien de suspect. La fille du couple, Sarah, 13 ans, elle aussi est entendue. Elle dormait dans une chambre éloignée de celle de ses parents. Sa mère l'a réveillée en sursaut à 1h49 et lui a dit qu'un homme avait tiré sur son père. Sarah livre un détail curieux. Riga, la chienne bosserone des Niocel, un impressionnant molosse qui monte la garde et aboie volontiers, avait du mal à se lever. Un gendarme verra l'animal tituber comme s'il avait été drogué. À 4h du matin, les enquêteurs trouvent dans le placard de la salle de bain un sac rouge contenant un revolver Smith & Wesson 357 Magnum. Le barillet contient 6 cartouches dont l'une a été percutée. Un paquet de munitions est dans le sac. Michel Niocel avait acheté cette arme lors des événements de 2004. Il s'agit de toute évidence du pistolet qui l'a tué. Dans les jours qui suivent, les enquêteurs continuent à recueillir des témoignages. Tatiana, l'employée de maison du couple, indique qu'elle n'avait jamais vu de sac rouge dans la salle de bain. Elle ajoute
que 2 jours avant le drame, elle avait entendu le couple discuter chaudement. Les époux paraissaient se disputer. Elle avait appris que Karine était enceinte. Sarah, la fille du couple, confirme que ses parents se disputaient à cause d'une relation extra-conjugale qu'aurait eue sa mère. Les autorités ivoiriennes décident de placer en garde à vue Karine Niocel, mesure rapidement levée en raison de l'immunité diplomatique. Le 13 février, l'épouse est entendue pendant 7 heures par le responsable de la sécurité de la Commission européenne. Elle décrit une vie de couple normale, affirme que l'enfant qu'elle porte est bien celui de son mari. Michel n'avait pas d'intention suicidaire et elle ignorait qu'il cachait une arme dans la maison. Et on va voir bien sûr le sort qui va être réservé par la suite à Karine Niocel. Pour le moment, on reste dans cet immeuble d'Abidjan, on est en plein doute avec cette scène de crime ambiguë. Bonjour maître Philippe Sarda. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Vous défendez dans cette affaire Karine Blanc-Niocel, son nom complet, avec maître Michel Siary. On va venir évidemment sur votre cliente et ce qui va advenir d'elle. Un mot tout de même sur cette scène de crime. On a l'impression que la gendarmerie ivoirienne, et en tout cas les forces de l'ordre, ils ratissent très vite tout le terrain. Il y a beaucoup de détails qui apparaissent. Ils vont très vite et ils sont efficaces. Les constatations ont été faites de façon, j'ai envie de vous dire, à peu près normale. Il y aura des erreurs navrantes, malheureusement, qui seront faites un peu par la suite. On rentrera dans le détail ou pas. Je pense notamment aux recherches sur les résidus de tir. Mais à ce stade de l'enquête, il n'y a rien de flagrant, en tout cas du point de vue du défenseur, pour critiquer les opérations qui ont été menées. À ce moment-là, j'ai dit que votre cliente, Karine Niocel, est en état de choc. Vous confirmez ? C'est comme ça qu'elle apparaît d'ailleurs devant les gendarmes ivoiriens. Elle est en état de choc. 100% des gens qui l'ont vue durant cette nuit voient qu'elle est totalement bouleversée, qu'elle fonctionne mentalement en boucle. Sa fille Sarah dira même que c'est un peu elle qui a dû prendre les choses en main tellement sa mère était hors d'état de fonctionner normalement. Effectivement, elle est en état de choc, elle est bouleversée. Il y a un mot sur le chien, la chienne bosserone de la famille, parce que ça va prêter à confusion. Dès le début, on dit cette chienne, ça va pas, elle paraît être droguée. On peut estimer que peut-être quelqu'un l'a droguée pour éviter qu'elle n'aboie. Plusieurs personnes vont remarquer, Karine Blanc elle-même, que cette chienne a une attitude anormale, c'est-à-dire groggy, paraissant endormie. Et il va y avoir une thèse selon laquelle elle aurait peut-être été droguée. Il s'avérera que c'était pas vrai. Donc on n'a pas retrouvé quoi que ce soit dans le corps de l'animal. On a en ligne maître Antoine Tugas. Bonjour maître. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté vous aussi l'invitation de l'heure du crime. Alors vous êtes, vous, évidemment, de l'autre côté, si je puis dire, dans cette affaire, du côté de la partie civile, c'est-à-dire la famille de Michel Niocel. Ma première question, maître Tugas, elle est toute simple. Qui est la victime ? Qui est Michel Niocel ? Michel Niocel, c'est avant toute chose un père de plusieurs enfants. C'est également un professionnel reconnu. C'est pour bon nombre de personnes qui ont été entendues dans le dossier un ami chaleureux, aimant, et quelqu'un qui de tout temps, et c'est en tout cas ce qui avait été déclaré par l'ensemble de son entourage, quelqu'un qui aimait la vie, en toute hypothèse. Il a un poste important sur place. On a même pensé peut-être qu'à un moment donné, sa mort pourrait être liée à ses fonctions de sécurité. Oui, alors effectivement, l'idée a pu poindre un moment qu'il y avait un lien et que l'assassinat pourrait être politique, mais rapidement, et en ce compris au regard des déclarations de Madame, cette hypothèse a été écartée. On est tout de suite allé sur autre chose que un mobile politique. On va bien sûr en parler, mais en quelques mots, maître Tugas, c'est un couple qui va pas très bien, il faut le dire. Tout de suite, c'est clair. Je pense qu'effectivement, on n'est pas sur une relation au beau fixe. Quand je dis au beau fixe, c'est une relation dans laquelle effectivement, on aurait pu concevoir qu'il y ait, si ce n'est des liens d'amour, en tout cas des liens d'affection. C'est une relation qui, pour autant, ne met pas en jeu, j'allais dire, les éléments classiques de la mésentente,
dans ses excès. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de coups de sang, il n'y a pas de coups de chauffe. C'est un couple qui a, j'allais dire, plus une vie individuelle qu'à deux, mais pour autant, si vous voulez, il n'y a rien d'excessif dans tout ça. Il n'y a rien d'excessif, alors ça c'est important à noter parce qu'il n'y a pas eu de crise manifeste. Maître Sarda, vous confirmez ce climat qui règne dans ce couple, on ne s'attend pas que quelqu'un en veuille à l'autre finalement. C'est un climat, on sait qu'il est tendu, notamment du fait des interventions d'un monsieur dont vous n'avez pas encore parlé, qui était l'amant. On va y venir. De Karine Blanc, et qui n'hésitait pas à appeler directement le mari et qui mettait une pression formidable sur les deux époux pour contraindre, convaincre que Karine revienne en France. Donc nous sommes sur des semaines, en ce début de mois de février 2007, où il y a quand même dans cette vie familiale une assez vive tension. Karine Gnossel, dont la version des faits va évoluer au fil des auditions, même si l'épouse, au fond, reste constante, elle n'a pas tué son époux et n'avait aucune raison de presser sur la détente. Jeudi 15 février 2007, les policiers de l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP, interpellent Karine Gnossel à sa descente d'avion en provenance d'Abidjan. L'épouse est aussitôt placée en garde à vue afin d'expliquer les circonstances de la mort tragique de son mari. Dans ses bagages, les enquêteurs ont saisi 11 feuillets manuscrits. Il s'agit d'un mémo, de toute évidence, destiné à affronter un interrogatoire. Il y a là des notes rappelant sa version initiale des faits. On peut lire cette mention: trouver un élément ou se rappeler de quelque chose qui me mettrait hors de doute, retracer les éléments un à un, l'homme était près de moi et a demandé à Michel quelque chose qu'il n'a pas pu lui donner, puisqu'il a dit « j'ai pas » ou je n'ai pas, etc., etc. L'épouse indique avoir rédigé ces pages sur le conseil d'un avocat qui lui aurait dit d'être cohérente dans ses explications. Il n'y a, selon elle, aucune malice dans tout cela. Face aux enquêteurs qui l'interrogent, Karine Gnossel maintient la version présentée aux gendarmes ivoiriens, celle de l'intrusion d'un homme qui a fait feu alors que le couple dormait. Elle affirme qu'elle ignorait qu'une arme se trouvait dans la maison, n'a pas le souvenir d'avoir observé un étrange comportement chez la chienne Riga, suspectée d'avoir été volontairement droguée. Au fil des heures, Karine Gnossel admet cependant que la relation avec son époux n'était plus au beau fixe depuis quelque temps. Elle raconte qu'elle a un amant, un certain Hervé Lartigue. Elle pense que l'enfant qu'elle porte est de cet homme. Elle a envisagé de quitter son mari avec qui elle n'a plus de relation amoureuse. Après 24 heures de garde à vue, l'épouse livre une toute autre version. Elle raconte que la nuit du drame, son mari, dévasté à l'idée qu'elle le quitte, a tenté de se suicider. En pleine nuit, il s'est saisi d'une arme à sa gauche, au pied du lit. Il a tenu le revolver dans la main droite et l'a posé contre sa tempe. Karine dit alors s'être soudain redressée et avoir dit « Ça va pas, Michel ?» Elle a saisi son avant-bras droit pour l'empêcher de tirer. Elle a entendu un clic, le coup est parti et Michel est tombé du lit. Elle a ensuite caché le sac rouge et l'arme. Elle ne voulait pas que l'on sache qu'il s'était tué à cause d'elle. Elle était effondrée, elle se sentait moralement responsable de sa mort. Malheureusement, dans la panique complète suite à ces événements, c'est vrai que je l'ai cru simplement blessé et j'étais complètement paniquée, complètement perdue sur les explications que j'allais pouvoir donner pour ne pas qu'il souffre d'avoir commis un geste qui aurait pu être mal interprété. Donc j'ai raconté une version complètement idiote qui m'est passée par la tête, et à cause de cette version complètement absurde, du coup mes propos ensuite ont été mal interprétés et j'ai été considérée comme une menteuse. 16 février 2007, Karine Blanc, épouse Gnossel, 40 ans, est mise en examen pour assassiné par le juge parisien Alain Cadet. L'épouse est placée en détention. Le 28 février, celle-ci maintient ses déclarations et ajoute de nombreuses précisions. Dans la nuit, son mari l'avait réveillée sans aucune agressivité et avait demandé à lui parler. Ils avaient ainsi discuté longuement, Michel Gnossel affirmant qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. À propos de la détonation, Karine est incapable de dire si son mari a volontairement
pressé la détente ou si le coup est parti de façon accidentelle. Elle dément farouchement avoir essayé de tuer son mari ou avoir même détourné volontairement le canon de son arme vers lui. Le problème, c'est que les expertises remises au magistrat instructeur contredisent la version de l'accident. Il y a tout d'abord le premier rapport d'autopsie effectué en Côte d'Ivoire par la professeure Hélène Yapoété. La légiste exclut le suicide. La balistique, quant à elle, écarte un départ de coup de feu intempestif, l'arme étant en excellent état. Plus important, l'expertise atteste un tir à bout touchant dans l'oreiller qui porte de la poudre et un peu de sang séché. Un oreiller qui a été préalablement manipulé, plié. Quelqu'un a introduit l'arme, puis il a fait feu. Les experts décrivent un tir horizontal parti de 15 cm au-dessus du lit. Selon eux, ce n'était pas Michel Niocel qui tenait l'arme. Techniquement, c'était impossible. En outre, si une personne avait été couchée à côté de la victime, cette personne, en l'occurrence son épouse, aurait été touchée par la balle rasante. Alors, maître Philippe Sarda, on est pour moi, même si c'est pas forcément l'avis de tout le monde, mais on est pour moi ici au cœur du dossier avec ce fameux oreiller qui va être la pièce à conviction principale pour l'accusation. Les experts disent que le suicide, il est impossible. La personne n'a pas pu mettre ce fameux revolver dans l'oreiller et ensuite essayer de se tirer une balle dans la tête ou dans le thorax. Vous, je crois que vous avez une autre thèse et vous l'avez quasiment expérimentée. Racontez-nous. Karine Blanc n'a jamais prétendu que son mari s'était suicidé de cette façon. Elle a bien expliqué, vous l'avez rappelé, qu'elle le voit porter l'arme à sa tempe et que c'est dans le geste de rabat qu'elle effectue sur son bras que le coup part. Donc, c'est vrai que l'accusation a souvent résumé notre défense à dire il s'est suicidé. On ne l'a jamais dit. Mais vous avez raison de dire que c'est le cœur du dossier. Le cœur de ce dossier est balistique puisque, effectivement, les experts vont nous affirmer que la cinétique du geste, comme ils disent, c'est-à-dire le mouvement décrit par Karine Blanc, ne peut pas expliquer l'angle de tir, le positionnement de l'arme par rapport au corps de Michel Niocel. Et c'est vrai qu'après la lecture du premier rapport, qui va extrêmement loin, puisqu'il explique que l'oreiller a été volontairement entouré. Oui, c'est ça, il y a eu manipulation. Voilà, ce qui démontrerait, si c'était vrai, une préméditation. Et volonté de tuer, manifeste. C'est ça. Je mets l'arme, j'entoure l'arme de l'oreiller et je tire. Je le dis tout de suite. À l'occasion de ma demande de contre-expertise, j'ai montré, grâce aux traces de brûlures sur l'oreiller, que c'était pas possible. Et cette affirmation n'a plus jamais été reprise. Donc ça, c'est fini. C'est-à-dire l'idée d'une manipulation volontaire de l'oreiller n'a plus jamais été reprise. En ce qui concerne le geste, il se trouve que je fais 1m80, la même taille que Michel Niocel, et que peu convaincu par le rapport d'expertise, qui notamment ne montrait pas de photos de cette reconstitution, je me suis procuré un 357 Magnum Smith & Wesson 4 pouces, un oreiller... Officiellement, j'espère. Bien sûr. Un oreiller de la même taille, et j'ai reconstitué ce geste avec mon épouse, et je me suis rendu compte qu'il était non seulement très facile de retrouver l'angle de tir, mais que c'était même naturel. C'est-à-dire que si je porte l'arme à ma tempe et qu'on me rabat violemment le bras, l'arme va se trouver effectivement dans cette position. Donc vous en restez évidemment sur cette contre-expertise. Je pense que maître Antoine Tugas n'est pas du tout d'accord avec cette contre-expertise qui vaut ce qu'elle vaut. Maître Tugas, vous êtes en ligne, avocat des parties civiles. Autre question pour vous, que pensez de ce changement des aveux de Karine Blanc-Niocel dans ce dossier ? Au préalable, parce que cet élément est effectivement important. Mais vous précisiez tout à l'heure que on est au cœur du dossier quand on parle de l'oreiller et de l'arme. C'est d'un point de vue vrai. Ceci étant, on ne peut pas résumer ce dossier ni se focaliser sur ce seul élément, parce qu'en réalité, et ce dont vous me parlez maintenant en est la démonstration, il y a un ensemble d'éléments périphériques, qu'autrement dit, et devant une cour, on appelle un faisceau d'indices, qui colore terriblement le dossier.
Alors bien évidemment, vous avez abordé ce mensonge, dont Madame nous dit que il est d'une infinie bêtise, qui lui a éventuellement été dicté, etc. C'est quand même aller un peu plus loin que la simple bêtise. L'affirmation de ce que c'est sur un coup de sang et pour éviter quelques mauvais sentiments que j'ai dit ça, ça n'est pas tout à fait comme ça que ça a été présenté et ressenti. Je m'explique. Le soir des faits, Madame Blanc téléphone. 1 à sa complice, 2 à son amant. En n'expliquant pas les choses, en jouant une scène dans laquelle il est indiqué que c'est terrible, il y a des intrus qui ont pénétré, ils ont fait feu, Michel est tombé, etc. Donc c'est vraiment, si vous voulez, ça va au-delà de l'erreur, la stupéfaction, etc., etc. C'est vraiment une comédie, je le dis, qui est jouée justement pour tromper et ses interlocuteurs et, à mon sens, les enquêteurs ultérieurement. Karine Niocel nie avoir eu l'intention de tuer son mari. L'apparition dans le dossier de l'une de ses meilleures amies va soudain donner une couleur encore plus sombre au dossier. Le 15 juin 2007, les enquêteurs prennent connaissance du dossier des expertises téléphoniques. Il apparaît que l'épouse Karine était en contact fréquent dans les jours précédant la mort de Michel Niocel avec une certaine Isabelle C. Celle-ci lui a adressé le 6 février, veille du drame, un énigmatique SMS. C'est bon ? Suivi d'un point d'interrogation. Elle avait effacé aussi d'autres SMS. Le 28 juin, cette secrétaire médicale d'un hôpital psychiatrique de Bordeaux est placée en garde à vue. Elle se présente comme une confidente de Karine avec qui elle entretient des relations très étroites. Le SMS « C'est bon », dit-elle, n'a rien à voir avec le drame mais avec l'achat d'un billet d'avion. Isabelle révèle ensuite que Karine lui avait fait part dès décembre 2006 de son intention de supprimer son mari. Elle lui avait parlé de son hypertension et demandé quelque chose pour faire monter la tension, ça le tuerait. Mi-janvier, la secrétaire médicale avait ainsi fourni à Karine une batterie de médicaments, somnifères, antihistaminiques, neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques. Les 21 et 23 janvier, l'épouse aurait versé des médicaments dans le verre de whisky de son époux. Karine aurait confié que Michel pouvait mourir dans l'exercice de ses fonctions et qu'elle en serait ainsi débarrassée. Isabelle C. affirme avoir été manipulée par Karine, qu'elle qualifie de monstre. Elle ajoute qu'elle regrette la disparition de Michel. La secrétaire médicale est mise en examen pour complicité de tentative d'assassinat. Confrontée à cette nouvelle vague d'accusations, Karine Niocel minimise les propos de son amie. Elle n'a discuté avec Isabelle, affirme-t-elle, que de leurs problèmes conjugaux respectifs et toujours sur le ton de la plaisanterie. Elle ne se souvient plus lui avoir demandé de faire des recherches sur l'hypertension, ni de la nature des médicaments que Isabelle a pu lui remettre. Elle n'a pas versé 15 comprimés dans le verre de whisky de Michel. Karine indique qu'elle n'avait jamais eu l'intention de tuer son mari en utilisant ces médicaments, juste le souci de calmer un homme qui l'insultait, l'a réveillé la nuit et l'avait menacé de se tuer ou de tuer son amant. Maître Antoine Tugas, avocat des parties civiles et de la famille de Michel Niocel, vous êtes en ligne dans l'heure du crime et je vous redonne bien volontiers la parole. Vous disiez dans le chapitre précédent, finalement, si je résume très vite vos propos, que Karine Blanc-Niocel avait un penchant pour le mensonge. Que faut-il penser de ces nouvelles accusations qui émanent de sa meilleure amie ? Mais c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont ces éléments périphériques, et là pour le coup, qui tombent également sous le coup de la loi pénale, puisque vous avez bien parlé d'une nouvelle infraction, et donc d'une complice, qui là encore montre que le dossier ne peut pas se résumer à ce coup de feu, qu'il est assurément, mais pas seulement. Vous parliez effectivement de l'administration de ces médicaments. Alors, pour la petite histoire, ça a été requalifié, juridiquement parlant, en administration de substances nuisibles. Mais cette administration, qui demeure, j'allais dire, elle est complètement accablante, en ce que, au niveau des expertises toxicologiques qui ont été réalisées, on a eu la démonstration de ce que le cocktail qui lui était administré à Michel Niocel, c'est-à-dire on avait des antalgiques, on avait des hypnotiques, on avait des antipsychotiques, était d'une part
totalement incohérent. C'est-à-dire concrètement que aucun médecin prescripteur n'aurait pu imaginer mettre tous ces médicaments bout à bout, d'une part, et d'autre part qu'ils avaient fait l'objet d'une ingestion a priori, plusieurs mois ou plusieurs semaines avant son décès. Donc selon vous, maître, la préméditation, elle est confirmée. Je veux dire, il y avait volonté de tuer depuis plusieurs jours, depuis plusieurs mois. C'est ce que vous nous dites. Hein. En tout cas, c'est l'intuition et des enquêteurs et du magistrat instructeur à l'origine du dossier, puisque l'administration de substances nuisibles est considérée à l'époque comme une tentative d'assassinat. Ce qui suppose bien évidemment une préméditation, et une intention de tuer. De tuer, tout à fait. Maître Sarda, vous êtes l'avocat de Karine Blanc-Niocel. Il y a un petit élément quand même en plus là qu'elle raconte. Elle dit que son mari l'insultait, l'a réveillé la nuit, l'avait menacé de se tuer ou de tuer son amant. On monte un peu d'un cran quand même dans cette confrontation entre époux, si je puis dire. C'est ce que je vous disais, les semaines qui ont précédé la mort de Michel Niocel étaient très tendues. Des témoins le rapportent, notamment leur fille Sarah. Il y avait des disputes. Alors effectivement, pas de violence, on n'a rien cassé. Enfin, il restait civilisé, si je puis dire. Mais il y avait une vive tension, absolument. Et c'est comme ça qu'elle explique avoir souhaité à 2 reprises, c'est ce qui va expliquer la requalification, puisqu'on part sur cette histoire de médicaments sur une tentative d'empoisonnement. Et au final, parce qu'elle va diviser la dose en 2 et lui administrer 2 fois à quelques jours d'intervalle, les juges, à juste titre, ont considéré qu'il n'y avait pas d'intention homicide, ça n'a pas de sens. Si elle avait voulu le tuer, elle aurait fait une seule dose, et encore moins de préméditation. Karine Niocel est placée sous contrôle judiciaire après 18 mois de détention. Elle accouche d'une petite fille, fruit d'une liaison avec son amant. Une longue bagarre de procédure va alors s'engager avant un renvoi en cour d'assises. 22 juin 2021 s'ouvre le procès de Karine Blanc, ex-Madame Niocel, devant la cour d'assises de Paris. Pas moins de 14 ans, quasiment un record, se sont écoulés entre son interpellation et sa mise en examen et sa comparution devant des juges et des jurés. Dès 2009, le renvoi semblait acquis, mais la bataille procédurale a fait rage. La partie civile, notamment les 2 enfants d'un premier mariage de Michel Niocel et sa fille Sarah, la partie civile a été contrainte de ronger son frein. Karine Blanc, 54 ans, attendait depuis toutes ces années son procès dans la maison de Comeilles, dans les Landes, maison achetée au temps de leur amour avec Michel. Isabelle C., la meilleure amie, 65 ans, comparait pour avoir fourni des médicaments qui auraient pu être fatals à Michel Niocel. Lors des 15 jours de procès, Karine Blanc reste arrimée à son ultime version, celle d'un accident. Son mari, rempli de chagrin alors qu'elle s'apprêtait à le quitter, aurait tenté de se suicider avec son revolver. La veuve répète un scénario pourtant contredit par les rapports d'expertise, notamment la balistique et les conclusions des légistes. « Je n'ai pas tué mon mari », répète l'accusé, avant que les jurés ne quittent la salle d'assises. Pas moins de 11 heures de délibération. Le temps de passer en revue un énorme dossier qui compte 200 témoignages. À leur sortie, dans la soirée du vendredi 2 juillet, Karine Blanc éclate en sanglots à l'annonce du verdict. 15 ans de réclusion pour assassinat, une peine légèrement en deçà des réquisitions de l'avocat général. Isabelle C. est condamnée, elle, à 4 ans d'emprisonnement, dont 42 mois avec sursis. Maître Antoine Tugas, vous êtes à ce procès évidemment avocat des parties civiles et sur les bancs à côté de la famille de Michel Niocel. En quelques mots, Maître Tugas, quelle ambiance règne sur ce procès et puis surtout qu'est-ce qu'attendent les parties civiles de ce procès qui vient très tard? L'ambiance, vous savez, c'est une audience de cour d'assises. Devant une cour d'assises, on ne discute pas de la pluie et du beau temps. On n'est pas là pour faire des conjectures ou on n'est pas là, comme on dit souvent, au café du commerce. On est là pour juger un mis en cause, un accusé, une accusée en l'occurrence. Et puis, du côté des parties civiles, on est là pour avoir une réponse judiciaire qu'on appelle de ses voeux depuis des années. Donc, au niveau ambiance, puisque vous me posez la question, je ne peux pas vous dire qu'elle soit réjouissante. Ouais. Les débats ont été très pesants, ont été intenses.
compte tenu, vous l'avez souligné, de l'épaisseur du dossier, bien sûr. Du nombre d'intervenants, du nombre de témoins, du nombre d'experts. Et des années écoulées. Ce que je veux dire par là, Maître Tugas, c'est les parties civiles, la famille de Michel Niocel est persuadée de la culpabilité de l'accusé. Ah, mais ça ne fait aucun doute pour eux. Et j'allais vous dire, je reprends ce que je disais tout à l'heure, les éléments périphériques de ce dossier, la manière dont a été présenté le dossier de Michel Niocel, y compris à la famille, sont autant d'éléments pour les parties civiles que je représente qui signent sa culpabilité. Alors maintenant, vous savez, c'est une question, c'est pas une question de foi. C'est-à-dire qu'en réalité, ils n'ont pas à mener une croisade, ils n'ont pas foi en la culpabilité, ils en ont la certitude. Ils en ont la certitude. Autre chose, absolument. Maître Philippe Sarda, avocat avec Maître Michel Ciari de Karine Blanc-Niocel, quelle est la difficulté pour votre cliente dans cette audience? Elle a changé plusieurs fois de version, il y a cette histoire d'empoisonnement qui est venue compliquer encore son dossier. C'est compliqué là pour vous, je suppose, à ce moment-là. Les charges, on les connaît, effectivement. La première charge dans l'ordre chronologique du dossier, c'est ce mensonge originel qui lui a fait extrêmement mal. Il y a ensuite la découverte de l'administration de ces médicaments qui intervient quelques semaines avant le coup de feu. Donc forcément, lorsqu'on relie les deux, on peut se convaincre que c'est finalement la même action. Je rate avec les médicaments, je finis le travail avec le pistolet. Mais la difficulté, vous savez, pour la défense devant une cour d'assises en France, elle est un peu toujours la même. C'est-à-dire qu'on doit remonter un courant, on doit remonter une pente, et vous en avez une illustration magnifique dans la motivation de la cour d'assises. Qu'est-ce qu'elle dit justement en quelques mots? Puisque le début, je l'ai sous les yeux, je l'ai apporté. Le début de la motivation, écoutez bien, la cour et le jury n'ont pas été convaincus par les dénégations de Karine Blanc. Ça signifie quoi? C'est l'intime conviction. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a avant les dénégations de Madame Blanc? Si une cour se dit pas convaincue par les dénégations, c'est qu'elle attendait de l'accusé. Qu'elle avoue? Non, qu'elle la convainque de son innocence. Vous n'avez pas, en 4 pages de motivation, une seule mention aux charges rapportées par l'accusation. On ne fait que critiquer la version, et avec des termes qui sont incroyables. Il est apparu fort peu probable qu'un geste consistant à rabaisser le bras de son mari conduise finalement le canon de l'arme à hauteur de son sein droit. Fort peu probable. 15 ans parce que c'est fort peu probable. C'est assez effrayant. Les parties civiles n'en ont toutefois pas fini avec cette affaire. Karine Blanc continue de clamer son innocence et a fait appel du verdict. Il y aura donc un deuxième procès. C'est menotté entre 2 gendarmes que Karine Blanc avait quitté le 2 juillet 2021 la salle de la cour d'assises de Paris, envoyée en détention pour un crime qu'elle continue à nier malgré les conclusions des experts. Son avocat Philippe Sarda avait plaidé l'acquittement, rappelant qu'après avoir hésité dans ses versions sous le coup de l'émotion et de la tension, l'épouse n'avait jamais plus varié dans ses propos. Elle avait voulu empêcher son mari de se suicider alors qu'il pointait son arme sur lui. Le coup de feu serait parti de manière accidentelle. Jacques Niocel, frère de la victime, avait été écœuré, comme les 5 autres parties civiles, par la durée trop longue de la procédure. Il réaffirme qu'il n'est pas prêt d'oublier ce qui a été fait et attend désormais une condamnation définitive de Karine Blanc. Lors de l'enquête, les policiers avaient recueilli de nombreux témoignages à charge contre l'ancienne épouse du diplomate. Les frères de la victime l'avaient dépeinte comme une femme qui avait mis de la distance au sein de leur famille. Des amis du couple décrivaient Karine Blanc comme une personne jalouse, peu franche, renfermée. Un collègue du diplomate définissait, lui, l'épouse comme une femme froide et ayant des sautes d'humeur. Les expertises psychologiques et psychiatriques n'avaient toutefois pas permis de souligner une quelconque perversité chez Karine Blanc, à minima, une insatisfaction dans ses relations avec les hommes, un dépit amoureux, source de frustration. Je vais vous poser aux 2 avocats la même question, juste vous me répondez en quelques mots. Un dépit amoureux, source de frustration, c'est ce que disent les experts à propos de Karine Niocel. Est-ce qu'on peut tuer Maître Sarda, vous êtes son avocat, par frustration amoureuse?
Oh, dans l'absolu, sans doute. Dans le cas de Karine Blanc, c'est inenvisageable. D'ailleurs, c'est une des grandes faiblesses de l'accusation dans ce dossier, puisqu'elle n'a pas de mobile. Il n'y a pas d'argent. Elle n'avait pas encore véritablement pris sa décision en ce qui concerne Monsieur Lartigue, qui s'est avéré être la plus grande catastrophe de sa vie personnelle, l'amant. Donc non, effectivement, ce terme de frustration dans sa relation aux hommes s'explique du fait de son histoire amoureuse, en particulier avec Michel Niocel. Elle a pas eu un mariage très heureux avec lui. Maître Antoine Tugas, vous aussi je vous pose la même question. En quelques mots, très courts, est-ce qu'on peut tuer par frustration amoureuse et est-ce que Karine Niocel a tué par frustration amoureuse? Alors bien évidemment, on peut tuer à ce motif, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Dans l'absolu, c'est ce que disait Philippe Sarda, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que, il faut quand même le rappeler, c'est que le mobile est totalement indifférent à ce qu'a décidé la Cour. Le mobile aujourd'hui n'est plus un élément qui soit considéré comme étant possiblement à charge d'un accusé. Ça a été écarté depuis belle lurette par la jurisprudence. Et je rappelle d'ailleurs à cet égard que la motivation de la Cour, permettez-moi de faire cette précision, mais la motivation qui a été retenue par la Cour n'est ni plus ni moins que, j'allais dire d'une certaine manière, la redite de ce qui avait été précisé par le magistrat instructeur lorsqu'il a rendu l'ordonnance de mise en accusation, que la redite de ce qui a été indiqué par la chambre de l'instruction, c'est-à-dire que vous avez 3 juridictions qui sont allées, en tout cas dans le sens et des charges dans un premier temps, et deuxièmement, de la culpabilité, c'est la cour d'assises, quand même. Qui s'est prononcé, évidemment. Maître Philippe Sarda, avocat de Karine Blanc-Niocel, elle fait appel, votre cliente, c'est bien ça? Elle a relevé appel, absolument. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est peut-être un peu trop tôt, mais quelle sera sa ligne de défense? Vous allez continuer sur ce même tempo, à savoir, vous allez plaider l'accident. Je ne vous demande pas de vous révéler ce que vous allez dire, mais... Au niveau de la version des faits, il n'y a aucune raison de la changer. Non, vous savez, on apprend toujours beaucoup d'un premier procès d'assises. Donc on va tirer les leçons de la première audience pour être plus fort, plus convaincant à l'occasion de l'audience d'appel. On va espérer aussi une juridiction plus impartiale. Maître Tugas, vraiment un mot parce qu'on arrive au bout de l'émission. Je vous demande d'être très très court. Oui. Les parties civiles seront là, évidemment, à ce procès d'appel. Vous avez la réponse dans votre question, bien sûr. Bien sûr, et elles attendent encore à nouveau une condamnation. Je veux juste savoir si c'est bien ça qu'elles souhaitent. J'allais vous dire ça autrement. Elles attendent tout simplement une vérité judiciaire. Une vérité judiciaire. Cette vérité judiciaire, pour eux, ça n'est pas tant la condamnation que la culpabilité. C'est ça qui importe pour eux. Oui, c'est ça. Maître Sarda, un dernier mot qui vous revient. Parole au camp des accusés, si je puis dire. Qu'est-ce qu'elle devient, votre cliente, en détention? Elle est incarcérée à la maison d'arrêt des femmes et elle... comment vous dire? Elle survit. Merci beaucoup, maître Philippe Sarda et maître Antoine Tugas, d'avoir été les invités de l'heure du crime aujourd'hui. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.